Eh bien, bonjour à tous pour ce sprint 6 Readmetrics qui a commencé le 19 octobre et qui se termine aujourd'hui le 16 décembre. C'est en fait le dernier sprint d'une année en fait qui a été chargé. Euh, alors, on a eu beaucoup de travail encore une fois. Du point de vue des fonctionnalités, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités, hein. C'était beaucoup du travail de fond, de la montée en charge, du travail de récolte de données pour vous. Et donc c'est pour ça que en fait ce sprint va être orienté surtout sous la forme d'un bilan. Donc on produit des métriques, et bien on a aussi nos propres métriques et donc on va vous parler des métriques de Readmetrics de cette année. Et puis bon, bien sûr, le point phare cette année aussi, c'était le service reporting, dont va parler Tom. Et puis bon, on abordera des différents thèmes, donc vous allez voir pendant ce sprint. Pendant ce sprint. Voilà. Et je passe la main à Fred pour l'animation de la communauté, parce que ça a été là aussi un gros point de cette année. Merci Dom. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Dominique, on va commencer par des chiffres. Et les chiffres, donc le bilan 2024 de nos supports mutualisés qui vous permettent bien, d'avoir des petites formations avec plusieurs collègues sur nos tableaux de bord et les différentes fonctionnalités et utiliser nos outils. Donc, on en a fait 25 cette année, 25 supports. Ça représente bien 37h30 d'animation et il y a eu 221 participants. Quant aux webinaires qui vous permettent bien aussi d'avoir des informations bien, sur les nouvelles fonctionnalités de Readmetrics, bien, on en a effectué 21 cette année. Ça a représenté 20 heures de webinaire et on a eu 420 participants. En ce qui concerne l'assistance, alors l'assistance, c'est bien sûr, c'est une assistance personnalisée pour des collègues dans leur établissement pour permettre de débloquer certaines situations. Ça peut être pour EasyParse ou pour Counter 5. Eh bien, on a eu 29 rendez-vous. Ça a représenté 27 heures d'assistance et ça a concerné 26 établissements. Alors, pour le blog qu'on va voir ensuite, eh bien, on a publié cette année 28 articles et vous avez dans le blog 247 articles disponibles avec 7 catégories. En particulier, vous avez des tutos, vous avez des articles sur la mise à jour des parseurs et sur EasyCounter. Et puis, bien sûr, tous nos rendez-vous de webinaires et de supports mutualisés. Et là, je donne la parole à Dominique qui va nous donner les chiffres pour EasyParse. Oui, alors les métriques, on a essayé de les diviser par module, hein. Donc du coup maintenant on parle de Readmetrics comme d'un paquet qui contient plein de modules, qui est en fait tout notre écosystème. Et donc, on a essayé de dégager en fait des indicateurs pour chacun des modules. Et donc, pour EasyParse, en fait, ce qui peut le caractériser le plus, c'est le nombre de plateformes qu'il est capable de reconnaître. Et donc, en fait, là, on en est arrivé à un chiffre qui est assez impressionnant, puisqu'il est à 634 plateformes éditeurs qu'on peut reconnaître. À noter que ben, cette progression constante, elle est due au fait qu'on collabore avec l'OCLC, enfin plutôt l'OCLC, enfin on est partenaire, voilà. Et donc l'OCLC analyse de nouvelles plateformes et nous les propose sous forme de pull request et les développeurs donc valident ces pull requests et ça nous permet d'intégrer de nouveaux parseurs qui correspondent à des plateformes éditeurs reconnus. Donc le taux de couverture est assez impressionnant. On est à plus d'une centaine d'établissements utilisant EasyParse, donc qui déposent des données d'usage dans EasyMesure. Bon, on sait on est à peu près autour de 120, sûrement plus installations hors de France, essentiellement dans les universités américaines, mais pas que. En fait, c'est un peu sur tous les continents.
Voilà, donc EasyParse, même s'il est vieux, continue à être bien utilisé, ce qui explique qu'on continue aussi à travailler dessus, qu'on continue à vérifier qu'il n'y ait pas de trou de sécurité, que la dette technique reste raisonnable. Et bon, ça a généré encore cette année pas mal de travail. Sur Easy Unpaywall, donc le site miroir de Unpaywall, il est, même s'il est pas toujours très visible, hein, pas toujours en frontal, il est quand même très utilisé. Donc Unpaywall, c'est 57 millions, enfin plus de 57 millions de références en open access. Vous savez comme on a un site miroir qu'on appelle Easy Unpaywall, on a l'accord avec Our Research pour opérer ce site miroir, mais ça se fait sous forme contrôlée. Cette forme contrôlée se matérialise par des clés d'API qu'on utilise ou qu'on distribue. Donc on en a déjà distribué 7 hors Inist, hein, en particulier par exemple pour le CCSD, pour enrichir HAL, et on en a 17 en tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Easy Paywall est principalement utilisé en interne par Click and Read. Et en fait, ça donne un nombre considérable d'interrogations, à savoir 14 millions de DOI interrogés par semaine en moyenne. Voilà. Et le serveur miroir tient la charge. Pour EasyMeasure, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, EasyCounter est vraiment monté en charge, et donc du coup, ça a généré pas mal de nouvelles données. Donc on en est à 1,5 téraoctets de données, et ça correspond à 86 établissements qui utilisent EasyParse et EasyCounter, donc qui utilisent les deux, donc qui téléchargent les données dans EasyMeasure. Donc qui ont au moins les deux espaces en question, hein, un espace EasyParse et un espace éditeur pour EasyCounter. Et du coup, on est en lien aussi avec 257 correspondants techniques ou documentaires. Donc c'est pas que c'est que les correspondants, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres utilisateurs. On est passé à plus de 1000, je crois, utilisateurs dans EasyMeasure, hein, donc les gens qui ont accès aux données. Mais là, c'est les correspondants, les gens avec qui on est en contact direct par rapport aux établissements. Et puis là, je passe la main à Tom, qui va nous parler d'Easy Report, car c'est un gros point cette année, et c'est un point qu'on traite pour ces sprints. Oui, tout à fait. Côté Easy Report, cette année, c'est une quinzaine de modèles disponibles environ, environ 66 rapports programmés, dont beaucoup sont juste des tests en interne, même si sur les dernières semaines, on a eu une grosse augmentation de ce nombre de rapports suite aux différents webinaires organisés par l'équipe, et notamment par Fred. Et on a un peu plus de 282 rapports qui ont été envoyés depuis le début de nos tests. Donc si on passe à la slide suivante, on a aussi toute la partie EasyCounter dont je vais vous parler. On a un peu plus de 203 plateformes qui sont moissonnables par l'équipe. Ça fait beaucoup moins que le nombre de plateformes EasyParse, on en avait 634, mais c'est normal puisque déjà il y a beaucoup d'éditeurs qu'on ne connaît pas encore, et ensuite tous les éditeurs ne sont pas compatibles Counter, et ça dépend d'eux, et nous on ne fait que moissonner ce qui est possible. Toujours dans EasyCounter, on a environ 144 établissements qui utilisent EasyCounter et qui ont été moissonnés par conséquent, pour un total de 3500 identifiants sushi, sachant qu'un identifiant sushi, c'est globalement une demande de moissonnage pour les 8 rapports. Toujours dans le moissonnage, on a fait au cours de l'année un total de 44 sessions de moissonnage, divisées en plusieurs campagnes. On peut penser à le GBU, à la rétrospective, etc., etc., qui nous fait un peu plus de 1000 moissonnages où on récupère les 8 rapports à nuancer en fonction de la plateforme. Et pour une session de moissonnage, donc pour un établissement, on met environ 1 heure à moissonner tous leurs identifiants, sachant que ça dépend bien évidemment du nombre d'identifiants ou de la plateforme qu'on moissonne.
Et je vais laisser la main à Fred qui va nous parler du blog. Oui, j'ai un peu été trouvé. Merci Tom pour ces chiffres. Donc on va passer aux nouvelles du blog. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a publié pas mal d'articles cette année et juste avant les fêtes, vous avez encore quelques nouveaux articles disponibles. En particulier un article où on a un flyer qui a été mis en ligne, un flyer qui est en français et en anglais, qui a été réalisé par le service communication de l'INIST. Et puis, vous avez aussi un article pour vous rappeler comment récupérer des rapports Counter-5 dans EasyMeasure. Et puis aussi un tuto pour créer vous-même ce qu'on voit pendant les supports mutualisés, ce sont des tags, les fameux tags qui permettent d'avoir des petites étiquettes filtrables dans les tableaux de bord. Ensuite, vous savez aussi que, à l'INIS CNRS, on a un service communication. On est en collaboration avec ce service, notamment parce qu'on a lancé une campagne de communication sur la boîte à outils Readmetrics. Et donc, on remercie beaucoup d'ailleurs Léa, Alexandra et Cécilia. Et puis, d'ailleurs, c'était Dom qui devait parler dessus et je viens de m'en rendre compte. Donc, du coup, je vais te donner la parole et puis tu vas pouvoir compléter ce que je viens de dire. Non, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, on a lancé en lien avec la com une campagne de communication pour vraiment euh, mettre l'accent sur le fait que Readmetrics devient enfin, la façon dont on parle du projet et dont on parle des outils de notre écosystème, et que bah, ça donne lieu à la fois à des communications sur le site de l'INIST, sur les différents médias, réseaux sociaux auxquels on a accès. Ça donnera lieu probablement à des rédactions d'articles aussi dans des revues spécialisées. Donc c'est une campagne pour vraiment noter le fait que on change un peu d'identité avec un nouveau logo pour Readmetrics, et de façon à simplifier la communication, et que on n'ait qu'un seul, un seul message uni par rapport à un ensemble d'outils. Voilà. Et donc tu es très modeste, mais tu n'as pas dit que en fait dans cette campagne est compris en fait un témoignage. Donc le témoignage de Frédéric que je vous invite à aller voir sur Canal U. Enfin, il y a des liens en fait dans tous les articles de com, où bah, Frédéric raconte son expérience professionnelle. Et je profite de l'occasion pour le féliciter parce que grâce à sa conscience professionnelle, eh ben, il a été récompensé au CAP, et donc on a un nouvel ingénieur dans l'équipe. Et donc, bravo Fred. Voilà. Je vais rougir. Merci. Merci. Alors, on continue avec le bilan des journées parseurs 2024. Et vous savez que régulièrement, on travaille, Dominique en a parlé au début, on travaille sur la mise à jour de la base de connaissances d'EasyParse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même 634 parseurs dans EasyParse, c'est quand même assez important. Et donc, ça représente quand même 4 journées parseurs qui ont été faites cette année et 13 plateformes qui ont été créées et mises à jour. Et à ce propos, d'ailleurs, je sais que j'ai vu que Steven était là. On remercie Steven de Paris 1 qui a œuvré des nouvelles analyses de plateformes cette année. Et la plupart du temps, c'est quand même notre partenaire au CLC qui fait un maximum de mise à jour. Mais on a quand même Steven et Georges qui ont proposé, Georges de l'Université de Strasbourg, qui ont proposé des analyses. Et je vous ai mis le lien d'ailleurs du bilan des journées parseurs 2024. Et je vous invite vraiment à mettre à jour votre EasyParse en local dans votre établissement pour bénéficier de toutes ces mises à jour et de ces créations. Alors, qui dit mise à jour de parseur, ça invoque aussi ce qu'on appelle les certifications. Les certifications dans EasyParse, on en a beaucoup parlé il y a quelques années, c'est un petit peu, ça a été mis un petit peu de côté parce qu'on a quand même lancé EasyCounter et ça a pris beaucoup de temps. Mais on revient sur les certifications aujourd'hui.
parce qu'on collabore beaucoup maintenant avec nos collègues de l'INIST et en particulier l'équipe de négociation, l'équipe de Xavier Lenoir, et avec Mélanie et Florent qui d'ailleurs ont fait un super travail cette année eh bien, de certification des plateformes du CNRS pour l'année 2023. On voit quand même que le travail était conséquent puisque en 2020, on avait 56 plateformes qui étaient détectées en consultation sur BIPCNRS. Eh bien, en 2023, on a 71 plateformes. Et au niveau des certifications H, alors je vais quand même brièvement rappeler qu'est-ce que c'est la certification H. La certification H, ça permet eh bien, de vérifier qu'une plateforme a un parseur qui fonctionne correctement et en particulier qui peut détecter dans les URL de consultation ce fameux identifiant DOI que tout le monde connaît et qui permet eh bien, d'avoir l'enrichissement eh bien, des métadonnées des titres des revues qui sont consultées. Donc c'est vraiment très important cette certification. Et on voit qu'en 2020, on avait 19 plateformes qui étaient certifiées donc, pour le CNRS. Et cette année, on en a 29 pour 2023. Donc on voit que les plateformes évoluent et que, eh bien, elles sont mieux reconnues dans EasyParse. Et puis, pour pouvoir ensuite eh bien, mettre en concordance ces chiffres avec les statistiques éditeurs Counter5, eh bien, on a aussi la certification P, hein, Publisher. Et donc, on voit qu'en 2020, on avait comparé des plateformes et qu'on en avait 4 seulement qui étaient vraiment avec un taux de reconnaissance entre les stats éditeurs et les stats EasyParse qui était de l'ordre de 5%. Donc, une différence de 5%. Donc, c'était une différence assez faible. On voit qu'en 2023, on en a 7. Bon, ça peut paraître peu, mais on se rend compte quand même en regardant les chiffres que ces 7 plateformes représentent quand même 2 tiers des consultations totales de BIPS NRS pour l'accès full text. Voilà, donc moi, je vous invite à regarder cet article qui permet donc de faire une nouvelle procédure facile de certification H et P dans Analogist. Vous avez la possibilité dans votre établissement de le faire aussi. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. On fera un plaisir de vous aider dans cette démarche. Donc, on parlait des chiffres EasyParse, hein. EasyParse qui existe depuis quand même maintenant depuis 2012. Ça fonctionne toujours très très bien ce logiciel puisqu'on voit que eh bien, en 2023, on avait quand même chargé 138 millions de données EasyParse dans EasyMesure. On voit qu'en 2024, eh bien, on en a 173 millions. On a une augmentation assez importante qui est due avec notre collaboration en particulier avec la baisse pour test.fr. Et d'ailleurs, à ce propos, on aura une invitée en fin de sprint, Maïté, qui va nous parler un petit peu du bilan de test.fr. Eh bien, on voit que le chiffre augmente. Et d'ailleurs, on voit aussi que alors, ce qu'on appelle les dépôts actifs sont les index dans EasyMesure. On a une petite baisse de ces index, mais on a quand même quelques explications techniques. Et je vais laisser Yannick expliquer pourquoi on a cette baisse de dépôt dans EasyMesure. Ouais, effectivement, donc on a quelques raisons possibles par rapport à cette baisse du nombre d'index. Donc le premier, c'est déjà qu'on a opéré une migration dont je parlerai un petit peu plus tard, et que pendant cette migration, on a commencé à nettoyer des index qui n'étaient plus d'actualité, on va dire. On a des vieilles données de test. C'est-à-dire que les établissements envoient parfois des données de test pour tester un petit peu pour tester un petit peu EasyMesure ou pour tester des données particulières. Et parfois elles restent là et elles ne sont pas supprimées. Donc on a ce genre de choses en 2023. Et on a également des établissements qui ne font pas forcément des chargements réguliers, ou alors il arrive que les correspondants changent. Et parfois, quand les correspondants changent, on a l'EasyParse de l'établissement qui reste un petit peu en berne jusqu'à ce que quelqu'un remarque que ah tiens, on avait un EasyParse quelque part et qui remette les chargements en route. Donc, l'important pour nous, c'est surtout que les données, le nombre total de données augmente, parce que c'est ça qui fait un peu,
C'est ça qui est un peu le marqueur de l'utilisation d'EasyMeasure. Mais c'est pour ça qu'il est un peu marrant de voir que les données augmentent, mais qu'on a quand même des dépôts, enfin des index qui sont un peu en baisse. Merci Yannick. Je vais donner la parole à Léo qui va nous parler justement du bilan au CLC dont Dom a évoqué en début de sprint. Oui, alors bonjour à tous. Donc côté ECLC, donc qui est notre principal contributeur de parseur sur EasyParse. Cette année, grâce à cette collaboration, ils nous ont fait 85 pull requests, donc qui sont des demandes de modification de code donc sur les parseurs d'EasyParse, et on a eu 32 nouvelles plateformes pour 53 mises à jour. On remercie le CLC pour toutes ces contributions et on espère que ça va continuer. Alors, je vais continuer. Donc, pour InMetrics, donc c'est une boîte à outils. Dans tous ces outils qu'on vous propose, eh bien, on peut inclure les webinaires. Les webinaires, ça nous permet de vous présenter des nouvelles fonctionnalités. On l'a fait aussi pour la campagne SGBU. Donc, on refera aussi l'année prochaine. Et donc, on a organisé un webinaire avant les fêtes qui concernait eh bien, la mise en service du nouveau reporting dans EasyMeasure. C'est EasyReport qui va remplacer eh bien, le service de reporting que vous connaissez depuis 2019. Et donc, on a proposé à 18 établissements eh bien, de tester ce nouveau reporting. Et donc, le webinaire a permis de présenter eh bien, ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, eh bien, on a eu ces établissements qui ont pu tester 4 prédéfinis de rapport Counter 5. Donc, c'était un petit peu ce test concernait les données Counter 5. On en fera un autre au mois de janvier qui concernera les données EasyParse. Et donc, eh bien, ça a permis de générer 43 rapports pendant le webinaire. Donc, c'était impressionnant puisque finalement, on s'est rendu compte que les collègues ont pris en main facilement eh bien, ce reporting. Et donc, eh bien, en 2025, il va évoluer et donc vous aurez eh bien, de nouvelles fonctionnalités puisque Tom travaille beaucoup dessus et notamment, il travaille sur une nouvelle version qu'on appelle Vue 3. Hein. C'est assez technique, mais on vous en parlera encore l'année prochaine. Et donc, justement, les nouvelles fonctionnalités, eh bien, je vais donner la parole à Tom. Effectivement, puisque juste avant le webinaire, on a fait en sorte qu'on puisse changer la visibilité des rapports en tant qu'administrateur, ce qui permet aux utilisateurs de créer plus facilement des rapports dans Easy Report. On peut changer soit la visibilité d'un modèle, ce qui fait qu'il sera totalement invisible, soit d'un prédéfini qui est lui basé sur un modèle et qui accélère encore un peu plus la création de rapports. Ça nous permet d'avoir différents étages et de pouvoir déployer en quelque sorte un rapport de manière plus progressive que tout d'un coup. Et c'est une évolution suite à des remarques d'utilisateurs qu'on a eues lors des différents tests. Totalement rien à voir, mais très important aussi. On a lancé une moisson rétrospective pardon, pour les points d'accès BMJ et IOP, puisque c'est l'un des gros avantages d'EasyCounter, c'est qu'on peut faire à la fois une moisson courante, donc en l'occurrence les 3 premiers trimestres de 2024, bientôt espérons les 4, et on peut aussi faire des moissons rétrospectives, donc d'il y a plusieurs années, comme ça on le faisait avant avec Elsevier, Springer et Wiley. Et maintenant on a rajouté BMJ et IOP, qui est très pratique pour les négociateurs, surtout côté Couperin, puisqu'ils nous avaient demandé d'ailleurs, c'est eux qui nous avaient demandé de remoissonner BMJ depuis 2019. Et pour IOP, on s'est rendu compte on a eu des retours comme quoi IOP ne proposait plus certains rapports au téléchargement manuel, notamment pour les années 2019-2020. Donc, comme mesure de prévention, on a préféré tout remoissonner pour tout le monde depuis 2019, histoire qu'on ait au moins des données quelque part. Et je vais laisser la main à Léo, qui va nous parler du travail de fond, donc des choses qu'on travaille au cours de la sprint.
Oui, alors côté de l'Historic Unpayable, donc on a bien avancé. On a actuellement l'année 2023 d'Historic Unpayable qui est disponible sur notre pré-prod. Donc voici comment on a fait. Donc on est parti du dernier snapshot qu'Unpayable met à disposition, à savoir celui d'avril 2022. Et on a inséré tous les fichiers de mise à jour jusqu'à la fin de l'année 2022, donc à savoir le 31 décembre 2022. Et suite à ça, pour 2023, on a réinséré tous les fichiers de mise à jour, mais cette fois en alimentant l'historique. Donc c'est un nouvel index qui contient du coup toute l'évolution et tous les changements que Unpayable a eu lieu au cours de cette année-là. Et donc c'est un processus qui a duré plus de 12 heures. Donc ça a généré 260 gigas de données et on voit qu'il y a eu beaucoup de modifications au cours d'une année. On est à plus de 90 millions de modifications. Donc le processus d'alimentation de l'historique Unpayable, il est maîtrisé. On a déjà aussi testé cet historique avec le middleware d'enrichissement Unpayable qui est présent dans EasyParse pour qu'on puisse essayer de faire des retraitements et qu'on puisse avoir l'information open access à la date de la consultation. Donc ce qui va se passer pour la suite par rapport à l'année 2024, vu que la fin d'année 2024 va arriver très prochainement, en début d'année prochaine, on va charger l'historique pour l'année 2024. Donc ça va faire qu'on aura 2 années d'historique. Et de notre côté, on va quand même retester cet historique pour vérifier que tout est bien OK avant d'ouvrir la fonctionnalité sur la période de novembre et de décembre 2024. L'idée, c'est que on va tester sur novembre et décembre 2024 puisque ces 2 mois, ils n'ont pas été retraités par le retraitement qu'on fait annuellement suite aux mises à jour des plateformes sur les index du CNRS. Et du coup, entre cette période de novembre et de décembre, les données Open Access, ils sont encore correctes. Et donc en 2025, on va pouvoir tester si l'historique, dans cette période, on a bien les mêmes informations en Open Access. Et sitôt que ces tests sont concluants, on pourrait envisager d'ouvrir cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs d'EasyParse qui utilisent l'enrichissement EasyPaywall. Et donc ils pourront refaire des retraitements sans forcer les données d'Open Access. À toi, Yannick. Hop là, donc oui. Donc sur ce sprint, également un gros travail de fond qu'on a fait, c'est continuer et presque terminer donc la migration des index EasyMeasure. Donc pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui n'étaient pas forcément là à la dernière sprint review, EasyMeasure c'est un gros entrepôt. On gère un peu plus de 2 milliards de documents qui sont répartis dans presque 500 index aujourd'hui. Et donc, avec l'augmentation de la volumétrie et l'arrivée notamment de nouveaux usages, notamment les rapports Counter aujourd'hui, donc on a besoin de mieux s'organiser parce que mine de rien, on est quand même une équipe assez réduite pour gérer toute cette volumétrie. Donc, on a débuté au sprint précédent un travail de migration des index EasyMeasure. Plus précisément, c'est un gros travail de renommage qui nous permet comment je dirais, d'homogénéiser tous les noms des index de façon à mieux pouvoir les gérer et également à mieux pouvoir gérer notamment les cas de type commu où plusieurs établissements appartiennent à une même organisation et où on peut plus facilement du coup regrouper les différents usages de ces établissements. Donc ce travail-là, on l'avait débuté et donc c'est le graphique qu'on a à gauche, c'était l'état à la fin du sprint précédent. Et à la fin de ce sprint, on a quasiment terminé. Il nous reste quelques index un peu particuliers à migrer et un certain nombre également d'index, j'en parlais justement un peu plus tôt, des index, des vieux index avec des vieilles données ou des données de test qu'il faut bien qu'on identifie pour savoir si on peut les supprimer ou non, mais qui normalement ne sont plus d'actualité. Et une fois qu'on aura bien terminé ça, donc on aura des index nommés tout bien, tout propre, ce qui va nous permettre de commencer 2025 sur des bases saines. Et donc l'étape suivante qui va arriver donc début 2025, c'est que pour pouvoir faire ces renommages de manière transparente pour vous, notamment pour les établissements qui ont des chargements automatiques, on a dû créer un certain nombre d'alias de façon à ne rien casser. C'est-à-dire que les chargements automatiques sont toujours sur les anciens noms d'index, mais en réalité, ils chargent dans les nouveaux noms d'index.
Et donc tous ces alias-là, il va falloir qu'on les nettoie progressivement. Donc, d'ici peu, début 2025, on va commencer à revenir un peu vers vous pour faire ça, pour adapter vos scripts de chargement automatique pour pouvoir les passer sur les nouveaux index et pouvoir supprimer progressivement tous nos alias. Et tout sera tout beau, tout propre. Merci Yannick. Alors, on arrive déjà à la fin de notre présentation, mais nous avons aujourd'hui une invitée de marque, hein, c'est Maïté Roux de l'ABES. La précédente sprint, on avait Sonia Salami, hein, sa collègue, qui est venue aussi présenter donc le travail en cours, que la collaboration que nous avions en cours avec l'ABES. Le projet se termine au niveau ABES. Ils ont fait une sprint review début décembre pour présenter donc le bilan des réalisations. Et donc aujourd'hui, Maïté est venue présenter justement ce travail et je vais lui laisser la parole. Elle va pouvoir vous montrer les réalisations pour test.fr et les perspectives pour 2025. Merci beaucoup, Frédéric. Merci de m'avoir invité. Alors, comme tu l'as précisé, Sonia était venue la dernière fois pour vous présenter le projet. Après, je vais faire un rapide récapitulatif pour les collègues qui n'était pas forcément là la dernière fois. C'est un projet qui a été lancé, ce projet qu'on a appelé EasyStat Test.fr, il a été lancé en mai 2024 par l'ABES en collaboration avec l'INIST, puisque l'idée c'était de nous approprier les outils EasyParse, EasyMesure et aussi Bibliomap pour les besoins statistiques de l'ABES, en commençant, puisqu'on a beaucoup d'applications à l'ABES, en commençant par un premier cas d'usage qui était test.fr. Donc on a été accompagné tout le long de ce projet par l'EasyTeam et on va continuer notre collaboration sur l'année 2025. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas forcément test.fr, c'est un moteur de recherche qui recense les thèses de doctorat depuis 85, également les projets de thèse, donc tout ce qui est thèse en préparation, et puis toutes les personnes qui sont liées aux thèses, ce qui fait en gros 1 500 000 pages référencées sur test.fr. Et c'est un des outils phares de l'ABES, puisque il connaît une grosse fréquentation. On a 1 million de visiteurs par mois pour 2 millions de pages vues environ. Donc, ça génère pas mal de trafic. Et jusqu'ici, on avait un outil, on l'a toujours d'ailleurs, qui s'appelle Matomo, qui nous permet d'avoir des statistiques de consultation du site, mais de manière très macro. Et en fait, depuis plusieurs années, les établissements nous demandaient d'avoir des statistiques de consultation beaucoup plus fines pour savoir notamment pour chaque établissement combien de thèses étaient vues, combien de thèses étaient téléchargées. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à l'INIS, puisque l'outil EasyParse notamment nous permet, à partir de nos logs de connexion, vraiment d'obtenir des statistiques fines. Et donc, on va pouvoir mettre ces statistiques à la disposition des établissements et des tutelles également, hein, puisque ça intéresse le ministère et la direction de l'ABES aussi. Alors, pour ce que comme vous l'a dit Frédéric, notre projet d'un point de vue technique, il arrive à son terme. A priori, d'ici mi-janvier, tout sera bon. Du côté des utilisateurs finaux, il y a encore des choses à faire et c'est pour ça qu'on va continuer à collaborer avec l'INIST sur l'année 2025. Le premier gros chantier, c'est de mettre à disposition des établissements les tableaux de bord qui vont leur permettre de visualiser leurs statistiques. On voudrait mettre à leur disposition 2 tableaux de bord qui sont assez... qui se ressemblent. Il y a le premier tableau de bord qui va contenir toutes les données de consultation de test.fr. Donc en gros, c'est le tableau de bord national qui va permettre aux établissements de pouvoir comparer leurs propres statistiques avec celles du niveau national ou avec celles d'établissements de taille semblable, puisque vous aurez des filtres qui vont permettre de filtrer les données par établissement, par école doctorale, par type de thèse, par personne également, si vous voulez faire un focus sur un directeur de thèse particulier. Donc voilà à quoi ça va ressembler ce tableau de bord. Il y a des ventilations par discipline,
disciplines, il y a un petit top des thèses les plus consultées, vous avez des encarts avec les grandes masses, nombre de consultations, nombre de téléchargements, là on voit le nombre de consultations par mois, voilà. Et ensuite, la deuxième chose qui sera mise à disposition des établissements, c'est un tableau de bord filtré, donc avec uniquement les statistiques de leur thèse, les thèses soutenues et en préparation. Donc comme ça, ils pourront mettre en regard avec le tableau de bord plus général. Ils retrouveront grosso modo les mêmes choses avec des ventilations par discipline, des ventilations par année de soutenance, par année d'inscription. Voilà, donc ces deux tableaux de bord. Tu peux passer, Frédéric, pour la prochaine. Voilà, ça c'est les années de soutenance et d'inscription. Et donc l'idée, c'est de mettre ces tableaux de bord à votre disposition dans votre espace EasyMesure, puisque la plupart des établissements ont déjà un espace EasyMesure dans lequel ils peuvent consulter leurs statistiques Couperin. Et donc, dans cet espace, il y aura aussi des statistiques. Alors, ce ne sera pas dans l'espace Couperin, mais à côté, un espace pour les statistiques de thèse.fr. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous recréer un compte ou quoi que ce soit. On part de ce qui existe déjà pour vous. Donc ça, ce sera la première chose à mettre en place en 2025. La seconde, c'est Bibliomap pour thèse.fr. Alors, vous connaissez Bibliomap pour les données d'Istex. Donc, vous avez cette carte qui vous permet de voir en temps réel les consultations qui sont faites des articles qui sont dans Istex. Alors, Donc, l'idée, c'est de c'est faire BibCNRS, excuse-moi de te couper, Pardon, Maïté, mais c'est BibCNRS. Alors, il y a eu un Il y en a un eu un, ouais. Bibliomap Istex aussi, mais il est pas en ligne, il n'a pas été maintenu. Là, c'est vraiment BibCNRS, c'est-à-dire les usages du CNRS sur les ressources mises à disposition. Ok, d'accord. Et donc là, ça sera la même chose pour test.fr. Donc vous aurez une carte où on verra apparaître les consultations de test.fr. Donc c'est pas un outil qui va permettre d'analyser les statistiques, hein, c'est vraiment un outil de visualisation, de communication. Donc pour l'instant, on a un bibliomap, on va dire national, qui montre toutes les connexions à test.fr. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi le préfiltrer par établissement pour que les établissements puissent mettre en valeur leurs thèses, les consultations de leurs thèses, et donc les visualiser. Et donc ce petit bibliomap, on va dire personnalisé, pourra être intégré au site de chaque établissement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez les petits encarts qui correspondent chacun à une consultation. Et donc soit vous avez des consultations de pages de thèse. Alors quand c'est apps, c'est que la notice de la thèse est visualisée. Quand vous avez PhD Thesis, c'est que vous avez un PDF qui est téléchargé. On voit aussi apparaître des petits encarts marqués personne. Donc là, c'est quand la page d'une personne est vue sur test.fr. Alors là, une personne, elle n'est pas liée à un établissement en particulier. Voilà, donc ça se présentera de cette manière-là. Et le dernier livrable qu'on souhaiterait mettre en place en 2025, qui va arriver plus tard, celui-ci, c'est l'utilisation d'Easy Report pour envoyer des rapports automatiques en PDF aux établissements. Donc ça, comme l'outil Easy Report est encore en cours du côté de l'INIST, on attendra, on le fera un peu plus tard. Voilà, donc tout ça, ça devrait permettre aux établissements d'avoir à disposition les statistiques qu'ils souhaitaient, de pouvoir les croiser avec les statistiques nationales, et puis surtout de pouvoir valoriser la recherche doctorale qui est mise en œuvre chez eux. Et pour terminer ce projet, on est en train de rédiger une documentation détaillée sur à la fois donc l'utilisation de Bibliomap test.fr et l'intégration sur un site établissement. Une documentation détaillée également sur les tableaux de bord qu'on va mettre à disposition, donc qui va décrire chaque visualisation, qu'est-ce qu'elle permet de voir, qu'est-ce qu'elle permet de ne pas voir, les biais qu'il peut y avoir éventuellement dans les données. Et puis, on organisera avec les collègues de l'INIST des webinaires pour présenter un petit peu tout ça. On va être bien occupé en 2025. Merci Maïté, c'était parfait. Et puis Dominique va compléter ce que tu viens d'évoquer Oui. avec le travail que nous, on
on va engager en 2025. Oui, alors bon, je voulais remercier Maïté pour avoir participé à la revue, hein, et puis remercier la BES pour la collaboration, parce que en fait, enfin, pour moi, c'était vraiment gagnant-gagnant, parce qu'en fait, nous a aussi mis le doigt sur les points qu'on avait à travailler pour rendre les outils encore enfin, le plus facilement disponibles. Parce qu'effectivement, hein, ils sont sur GitHub, on peut les télécharger, mais comment on fait pour s'en servir? Des fois, on s'aperçoit que tout n'est pas trop clair, et donc, quand on interagit comme ça permet de mettre le doigt sur les points qu'il faut travailler. Et j'ai voulu, avec ce slide, en fait, faire un petit récapitulatif de ce que nous, on a gagné, en fait, hein, dans cette collaboration avec la BES, hein, outre le fait qu'on était satisfait de constater que les outils étaient suffisamment bien faits pour qu'ils puissent être utilisés par d'autres. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existait déjà, en fait, un parseur pour thèse.fr, parce que on était tombé sur des établissements qui proxifiaient aussi les accès à thèse.fr et qui voulaient voir, bon, c'est un peu anecdotique, hein, mais voir quels étaient les usages de thèse.fr via ce biais. Donc, mais là, maintenant, on a un vrai parseur qui est donc maintenu par la BES, qui est vraiment, dont on est sûr qu'il est bien fait. On a aussi 2 middleware supplémentaires. Donc les middleware, c'est ce qui permet d'enrichir les données qui sont éventuellement identifiées par le parseur. Et donc c'est ce qui, typiquement, ça s'est matérialisé quand on voit les informations dans le bibliomap de thèse.fr. On a un middleware d'enrichissement, donc là, sur lesquels on est en cours de réflexion, hein, qu'on va mettre en place et qui va nous servir à la fois pour thèse.fr et pour Istex aussi, parce qu'en fait, c'est la façon de reconnaître les établissements qui consultent ou qui sont concernés via en fait leur IDP. En fait, donc quand un utilisateur se connecte par exemple sur Istex, il a le droit de se connecter via son fournisseur d'identité. Et donc, le fournisseur d'identité, si on peut le rapprocher de l'établissement en question, ça permet d'afficher dans les tableaux de bord des informations qui sont intéressantes pour tout le monde, et en particulier aussi pour les établissements, puisque ça va nous permettre d'isoler en fait les consultations de chacun des établissements, à la fois dans Istex et dans thèse.fr. Ça a des conséquences aussi volumétriques, puisque comme ça a été évoqué, thèse.fr est bien consulté. Et donc 2 gigas de données supplémentaires par mois sur EasyMesure. Donc ça, il va falloir qu'on le gère, hein. On l'a vu dans le renommage des index, mais il y a aussi toute la gestion du cluster élastique, donc la stack qu'on utilise pour gérer les données EasyMesure. Personnellement, je suis très satisfait aussi d'avoir un nouveau démonstrateur, le bibliomat.ts.fr. Je vous invite à aller le voir. En fait, c'est toujours très impressionnant parce que ça permet de matérialiser l'activité en fait des chercheurs qui consultent et qui font leur recherche bibliographique. Et c'est une activité qui est assez impressionnante et qui ne baisse pas, c'est-à-dire que je vous invite à vous connecter à n'importe quelle heure et vous verrez qu'il y a des gens qui bossent tout le temps. C'est aussi notre message quand on montre le bibliomap INIST qui est sur les données qui est sur les données de BIP CNRS. Et puis ça ouvre plein de perspectives de nouvelles collaborations, hein, bien sûr, comme ça a été évoqué, pour lesquelles on est prêt et on est enthousiaste à l'idée de ces nouvelles collaborations. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de la sprint avec nos prochains rendez-vous. Et ça va commencer par le petit agenda prévisionnel de 2025 pour les sprint reviews. Il y en aura 7 l'année prochaine au lieu de 6. Et donc, je vous invite à regarder ces dates dans le blog. La prochaine sprint, ce sera le jeudi 30 janvier 2025 de 11h à midi et toujours en distanciel. En ce qui concerne les supports mutualisés, eh bien, d'ailleurs, ce chiffre, il va falloir le changer. Ça sera pour l'année prochaine 2025. Vous avez 2 supports qui sont programmés le 13 janvier et le 17 janvier. Les bonnes pratiques dans EasyCounter
Et puis, la création d'un filtre bouquet pour les tableaux de bord génériques, c'est un support qui est beaucoup demandé et vous en aurez d'autres, bien sûr, pour fin janvier, qui seront programmés progressivement. On compte aussi programmer un webinaire, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, en ce qui concerne bien, Easy Report pour la création d'un rapport Easy Parse générique. On l'a fait pour les données Counter 5, et bien on va le faire aussi pour les données Easy Parse. Et donc on va le prévoir courant du mois de janvier. Vous aurez la date pour la rentrée des vacances. Et toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël 2024. Et voilà, donc on arrive à la fin de la sprint et puis on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez.